Du coup, moi je m'appelle Anthony Demanet, j'ai 32 ans. Je suis en parcours d'installation sur la ferme familiale, ici. Du coup, d'ici quelques mois, je serai officiellement agriculteur. Voilà. Enfin, sinon, je sais pas, je fais plein de choses aussi dans la vie, donc c'est vaste. Je vais de se présenter. Qu'est-ce que ça veut dire donc parcours L'installation, c'est-à-dire que je rejoins la ferme, c'est une société. Et je rejoins la société, mais c'est long de s'installer en agriculture. Il y a beaucoup de démarches à faire auprès des administrations. Des propriétaires, des pâtures, des choses comme ça. Et du coup, ça fait un an que j'y suis dans cette démarche. Et avant, il y avait eu 2 ans d'études pour avoir un diplôme agricole. Donc ça fait 4 ans, en fait, 4-5 ans que je veux m'installer sur la ferme. Et c'est pas encore fini. Voilà. et le but c'est de reprendre la ferme. Ouais, c'est ça. Ma mère part en retraite dans 3 ans. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai passé un peu ma vie à dire que je voulais pas faire agriculteur. Parce que, enfin, c'est un métier de merde, tu gagnes pas ta vie et tu fais que bosser. Et, mon opinion sur la question, elle a quand même évolué au fur et à mesure que je grandissais. Et quand j'avais 26 ou 27 ans, après un voyage à vélo qui m'avait mené en Turquie, je suis revenu sur la ferme en disant je veux faire du fromage et planter des arbres. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé là. Et du coup, depuis, je suis un peu en train d'essayer de mettre en place ça, quoi. Et pour ça, il faut aussi que je rejoigne cette société, la ferme. D'accord. Qu'est-ce qui prend autant de temps dans ce parcours d'installation finalement? C'est l'administration? C'est l'administration, ouais, ouais. Il y a beaucoup de demandes à faire auprès des propriétaires, des choses comme ça. C'est vraiment beaucoup de papier. C'est que l'administratif, mais c'est très lourd. D'accord. C'est un parcours du combattant. Du coup, ma première question sur le plan, c'est comment le rythme des saisons influence votre travail? Ah bah, il est déterminant en fait. Enfin, fondamentalement, là par exemple c'est l'hiver, l'herbe ne pousse pas à pâture. Nous ici en fait on est herbager, donc on a que de l'herbe et du coup on fait vraiment en sorte de travailler exclusivement avec l'herbe. Et du coup l'herbe pousse différemment en fonction des saisons, tout simplement. Et du coup tout est conditionné par ça. Là c'est l'hiver, l'herbe ne pousse plus. Donc par exemple mes vaches sont dans le bâtiment. Mais dès que ça va commencer à repousser un tout petit peu, mes vaches vont recommencer à sortir. Et du coup, ça influe directement tout ça sur ma charge de travail. Parce qu'en fait, en bâtiment, il faut leur amener de la nourriture, il faut gérer le fait qu'elle soit propre, il faut gérer tout ce qui est les bouses et tout, on va dire. Là où à pâture, en fait, t'ouvres une barrière, elles vont manger, elles se gèrent toutes seules. Et du coup, c'est beaucoup plus léger comme charge de travail. Euh, voilà, même s'il y a des coups de bourre au moment de faire des récoltes. Euh, voilà, mais du coup, et puis le travail est aussi assez saisonnalisé par rapport aux naissances. Du coup, moi j'ai des naissances là sur la ferme qui vont commencer dans 3 semaines, ou 2, ou 2 semaines. Et là, je vais avoir 70 veaux en un mois. C'est aussi parce que je cherche à grouper vraiment pour que la production de lait de mes vaches, qui est déterminée par leur date de vélage, on va dire, colle avec la pousse de l'herbe et donc avec les saisons. Parce que c'est aussi au printemps qu'il y a le plus d'herbe de qualité. Et du coup, c'est ce qui leur correspond le mieux en fait. Comment vous arrivez à contrôler ça? Le fait qu'elles arrivent au bon moment? En fonction du moment où tu mets un taureau dans le troupeau. Ou 2 taureaux, ou 3 taureaux. Moi, justement, pour que ça aille très vite et que ce soit très groupé, étant donné qu'il y avait quand même 70, soit 80 vaches en même temps, tu mets pas ça pour un taureau, t'en mets 3. Et du coup, comme ça, tu gères ton planning à l'année et tu segmentes, on va dire, tes phases de travail. Euh, où là, je vais être dans les naissances, je vais me concentrer qu'à ça. Après, on va arriver plus sur le mois de mai, faire des récoltes, je vais me concentrer qu'à ça. Et après, j'aurai fini les 2 gros moments de l'année, on va dire. D'accord. Donc vos deux moments, c'est là, en février Ouais. et mai. Mai, juin, juillet, plus quand l'herbe pousse pour faire des récoltes, mais ce sont les gros moments dans l'année, ouais. Et après, c'est plus tranquille. Enfin, la fin de l'été, l'automne, l'année, elle est jouée en quelque sorte. Donc on a juste à attendre, récolter un peu les fruits de notre travail et attendre la prochaine saison. Voilà. Quand vous dites grosse journée, ça représente quoi pour vous? Ça dépend. En général, ici, on commence à 6 heures. Ou entre 6 et 7 heures. On commence par la traite. Après, moi, après à ce moment-là, ma mère elle a à peu près fini sa journée.
Et moi, je fais des travaux dans la ferme. Et du coup, en fonction de la charge de travail et de la manière dont je m'organise, je peux terminer vers 18h. Après, il faut aussi savoir ici qu'on est quand même sur une ferme qui a beaucoup réfléchi son rapport au temps et au temps de travail. C'est-à-dire qu'on ne traite plus les vaches qu'une seule fois par jour. On fait en sorte de mécaniser le moins possible, donc se servir le moins possible des tracteurs, de vraiment plus laisser les animaux travailler à notre place, dans le rapport notamment au pâturage. Les veaux, c'est pas nous qui les nourrissons, on les laisse avec des vaches par exemple. Tout ça, ça a des influences sur notre charge de travail, donc on reste sur un système qui est vivable et relativement économe en termes de charge de travail. Mais juste il y a des coups de bourre, forcément, quand il y a des gros travaux à faire. Et à contrario, quand il y a des temps morts, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vis. Non, je sais pas. Quand il y a des temps morts, je fais d'autres choses en fait. Je prends du temps pour moi, que ce soit. Enfin, je suis assez engagé dans une association qui s'appelle le Collectif Parasite, donc je peux lui consacrer du temps. Mais ça va aussi être consacrer du temps à des copains, faire des chantiers, faire moi des travaux, ou des balades à moto, ou du sport, ou des loisirs, des hobbies. Enfin, il y a des périodes dans l'année où il n'y a pas beaucoup de travail et c'est très bien. Ça permet de penser à autre chose. Pouvoir même partir en vacances. C'est quelle période pour vous ça? Les vacances, ça dépend, mais c'est pareil, c'est plus août, septembre, octobre, novembre, c'est en fonction des envies. Et puis là, c'est pas forcément l'année pour moi parce que je m'installe sur la ferme et que j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est plus la période creuse qui permet de partir en vacances. Donc finalement, vous diriez que vous arrivez facilement à équilibrer toutes vos activités, qu'elles soient donc du travail ou les amis, la famille. Bah, oui et non, parce qu'en même temps, j'ai beaucoup de flexibilité dans mon travail. Je peux m'organiser un peu, enfin, de manière assez autonome. Juste, il faut pas trop procrastiner parce que sinon, on se fait rattraper, on se fait déborder. Mais en même temps, j'ai aussi tendance à m'éparpiller et à vouloir faire plein de choses et à me lancer dans plein de trucs en même temps. Et à un moment donné, ça coince un peu parfois. Mais ça va, enfin, il n'y a pas. Je sais bien quand même. Il y a un équilibre quand même qui se fait naturellement. Quand vous éparpillez avec plein d'idées, vous avez des exemples en tête? Bah, comment dire? Je touche à tout en fait, et du coup je peux vite me lancer sur plein de projets je vais refaire une moto, en même temps je vais aller aider des copains à faire un chantier, puis il y a la gestion de la ferme là, et c'est plus ça quoi en fait, c'est vouloir se lancer dans plein de choses en même temps, ouais, je sais pas comment le formuler mieux. Et est-ce que parfois vous aspirez à ne rien faire? Non, non, c'est bien d'avoir des petits temps de respiration de 1 heure ou 2 heures dans la journée où tu fais pas grand chose, ou juste tu lis un bouquin, mais quand même, moi je suis hyper actif un peu je pense. Et puis je suis aussi à une phase de ma vie où c'est assez exaltant de pouvoir se consacrer à des projets comme ça, comme la ferme. Et du coup, t'as pas envie de flemmarder. Pas du tout. Enfin, c'est pas. Ouais, non. C'est pas le moment. Genre, plus tard, je le ferai, je pourrais tirer les fruits des efforts que je fais là. Mais là, non. C'est trop intéressant, c'est trop prenant, je trouve. Vous diriez que vous avez le même rythme de travail que vos parents? Non. Non, non. Bah, mes parents, déjà, rien que ça, c'est tout bête et en même temps, c'est fondamental. Ils travaillent 2 fois par jour. Et alors que moi, si je m'organise bien, là, avec ma mère, on traite que le matin, et après, juste, si on veut, si on est bien organisé, la journée, elle peut être à peu près finie. T'as pas cet impératif qui plane au-dessus de toi, là, à 17h, faut aller chercher les vaches, ou faut leur mettre à manger, et puis il faut traire, et en fait, tu finis à 19h. Donc déjà, rien que ça, c'est énorme comme changement, c'est pas le même métier, presque. Puis non, enfin, j'ai beaucoup plus réfléchi, on va dire, la réduction du temps de travail que mes parents. Ils n'étaient pas autant dans cette optique-là, c'était peut-être pas une valeur qui leur importait autant qu'à moi. Voilà. Et pourquoi vous avez réfléchi à ça? Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir sur cette réduction de temps de travail? Je veux pas faire que ça non plus, je veux pas rester enfermé sur ma ferme comme. Bah ouais, enfin, faire un 70 heures semaine, ça a quand même pas un grand intérêt quoi. En fait, même si c'est un super métier, passion et tout, à un moment donné, c'est bien de penser à autre chose qu'à ses vaches quoi. Enfin, c'est vraiment ça, c'est. Ouais, puis, enfin, moi j'ai passé 26 ans à dire que je voulais pas faire ce métier, donc j'ai aussi goûté à autre chose dans la vie.
Et je veux pas renoncer à tout juste parce que j'ai une ferme. Et j'ai envie de me consacrer bah ouais, à tout le reste, au territoire, aux copains, des assos, à avoir du temps pour moi, quoi. Hmm. Et en observant un peu le travail de vos parents, est-ce que vous avez observé une différence dans les saisons, notamment à cause du changement climatique? Oui, oui, oui. Bah, eux, ils ont jamais connu les sécheresses. Enfin, jusqu'à 2015 peut-être. Enfin, c'était des choses qui sont assez exceptionnelles. Je pense de la manière dont. Enfin, on entend toujours parler de grandes sécheresses, que ce soit en 83 ou il y a eu 2003, des choses comme ça. Mais nous, par exemple, la phase où on vient de sortir là un peu, qui a été, je sais pas, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, quelque chose comme ça. Enfin, je suis pas sûr des années, mais on a eu beaucoup plus d'années sèches consécutives. Les hivers sont moins froids, il n'y a plus de neige. C'est quand même des tendances qui se remarquent. Et en même temps, ouais, voilà. C'était ça la question, le changement climatique. Ouais, donc déjà, ben, rien que le fait qu'on puisse avoir régulièrement des sécheresses, ça change tout, quoi. C'est plus le même rapport à la pousse de l'herbe et du coup au stock, et des fois tu peux avoir peur de comment tu vas nourrir tes animaux parce qu'en fait il n'y a plus rien. Donc ça impose de revoir aussi sa manière de travailler, sa manière de gérer sa ferme, son pâturage. Ça implique de s'adapter, quoi. Et comment vous êtes adapté, vous? J'ai réduit le nombre d'animaux. J'ai revu un peu le principe de pâturage. C'est que tu peux avoir un peu deux manières de pâturer, juste t'ouvres une barrière, voilà, les vaches elles se démerdent. Et sinon tu peux faire ce que moi j'ai mis en place là, ces dernières années. Tu mets des fils un peu partout, des fils électriques un peu partout dans tes pâtures. Et l'idée c'est de vraiment gérer de manière très fine ton stock d'herbe que tu as dans tes pâtures, où tes vaches elles vont passer 24 heures à un endroit parce que là l'herbe elle est pile poil au bon stade. Donc elles vont le pâturer et après ça va très bien repousser. Et juste après tu changes. Et tu fais gérer comme ça. Et en fait tu augmentes un peu ta productivité et du coup tu es aussi plus résilient. Mais il faut des infrastructures pour le faire. Il faut d'abord consacrer du temps à tout mettre en place pour puis avoir à le faire ensuite. Une herbe prête, pour vous, c'est quoi? Bon, c'est 15 cm quoi. Et ensuite, en fait, il faut juste aussi lui donner, une fois qu'elle a été mangée par les vaches, il faut lui donner le temps de revenir à ce stade-là sans qu'elle soit interrompue par des vaches qui viennent la remanger. Sinon, là, elle tape dans ses réserves, elle n'a plus d'énergie pour pousser. Et du coup, ça va moins bien. Oui, donc imaginons qu'il se met à pleuvoir pendant un mois et demi, 2 mois d'affilée, c'est compliqué pour vous. Bah, oui et non. Ça dépend pour faire quoi, en fait. C'est pas le moment, dans ces cas-là, c'est pas le moment d'aller dans les pâtures en tracteur. Après, des animaux, ça va. En général, il faut choisir un peu les zones, mais les prairies, ça a aussi une certaine résilience. On peut les noircir un petit peu, on peut piétiner un peu, donc ça devient un peu boueux. Si elles ont un stock de graines dedans, elles vont repousser. C'est des plantes qui sont implantées depuis longtemps, il en faut plus pour vraiment les abîmer. Il faut juste leur donner du temps derrière pour que ça aille. En fait, c'est ça. Vous êtes sur combien d'hectares? 115. Donc vous arrivez à couper vos champs pour gérer ça, en fait. Ouais, 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 ouais. Moi, on a installé des fils électriques en fait un peu partout avec des bacs à eau et comme ça, bah, les vaches elles ont un chemin en dur. Et du coup, moi je décide, bah, tel jour elles vont là. Et du coup, j'ouvre juste la barrière, j'ouvre l'eau, elles y vont, elles y restent 24 heures. Et moi j'ai décidé, parce que j'ai une vue un peu globale de tous les niveaux d'herbe dans mes pâtures, que le lendemain elles vont aller là parce que c'est très bien pour elles. Et elles tournent comme ça, tac, 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 tac. Et l'idée c'est de réussir à faire ça du mois de mars au mois de novembre. Okay. Et donc après l'hiver, elle rentre. L'hiver, elles rentrent. Les vaches rentrent, pas les génisses. Mais c'est ça. Mes génisses ne rentrent pas parce que comme j'ai plein d'herbes, du coup comme j'ai réduit beaucoup mon nombre d'animaux, et ben il en reste plein d'herbes à pâture et du coup elles le mangent tranquillement pendant l'hiver. Et ça repousse au printemps. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir parlé d'herbe, mais du coup qu'est-ce que c'est cette herbe finalement? C'est une bonne. C'est dans le question, mais. Non, mais je comprends très bien tout ce qu'on appelle. Enfin, ce qu'on appelle herbe, en fait, ça va être un mélange de différentes essences. On va avoir des graminées, donc des plantes qui ressemblent un petit peu, enfin, ça fait des tiges avec des graines et ça fait des feuilles. C'est vraiment ça qu'on appelle herbe. Et du coup, on peut trouver du raie gras ou du dactyle ou de la fétuque ou des choses comme ça dans l'herbe. Et à côté, on va avoir des légumineuses, le trèfle notamment.
Et du coup, nous, c'est ça, l'herbe en fait. On a une approche plus complexe de l'herbe que juste, c'est vert, c'est de l'herbe, et puis voilà. C'est vrai on fait en sorte quand même de plus regarder ce qu'il y a dans nos prairies, et en ayant conscience aussi que nos pratiques et la manière dont on va gérer nos pâturages, ça va avoir une influence sur la proportion de chaque graminée et légumineuse dans nos prairies. Et du coup, on gère comme ça par rapport au fait que cette proportion-là influe aussi sur la production des vaches en lait, et du coup notre revenu à la fin. Et du coup, en effet, est-ce que l'herbe, cette proportion a changé dans les années qui ont précédé? Est-ce que ça a eu un changement là-dessus ou Bah, c'est la même chose depuis des années? C'est une bonne question, mais après ça fait. J'ai jamais regardé une prairie quand j'étais jeune ici, donc ça a changé depuis que j'ai remis mon pâturage, par exemple. Sur les 4 dernières années, quand même, on trouve plus de trèfles, des choses comme ça dans les prairies. C'est beaucoup déterminé par nos pratiques. Est-ce que d'après vous, selon vous, il y a des activités, des tâches qui vous donnent la sensation que le temps s'accélère? Non. Enfin. Non, moi je trouve pas que le temps s'accélère. C'est un métier qui est aussi très diversifié. Enfin, je pense que c'est sa routine qui crée l'accélération du temps. La répétition, le fait que tous les jours tu fasses la même chose. Si tu fais ça 5 ou 7 jours par semaine, tu vois pas le temps passer forcément. Alors que moi, tous les jours, je fais des trucs différents. Enfin, il y a toujours une base. Je m'occupe des animaux ou entrer. Mais après, je peux avoir, un coup, je peux être plombier, puis un coup, je peux être bûcheron, et un coup, je peux être mécanicien, et un coup, juste, je peux être comptable pour l'assaut, et du coup, en fait, non, moi, je sais pas, quand je regarde ce que j'ai fait sur les 4 dernières années, par exemple, je trouve que c'est énorme et que le temps n'est pas passé vite du tout. Euh, ouais, je trouve pas que le temps s'accélère, moi. Pour que le temps ralentisse, il faudrait que je m'ennuie, je pense. C'est pas le cas. Non, ouais, non, je sais pas, ça. Non, non, le temps ralentit pas. Les journées sont quand même bien occupées, donc ça peut passer vite à l'échelle d'une journée et en même temps sans que je trouve un peu plus long à l'échelle d'un mois ou d'un. Parce qu'il se passe plein de choses. Mais il n'y a pas de ralentissement dans ma perception. Et est-ce que vous pouvez me raconter votre journée de vendredi dernier? Vendredi. Ah, elle était chiante cette journée, vendredi. Non, en fait, vendredi, j'étais. La semaine dernière, je suis parti en voyage d'études dans le Jura pour étudier les systèmes de fruitières et de fromagerie coopérative. Et du coup, vendredi, c'était la route du retour. Donc, je me suis levé à 7h et à 8h, on a pris la voiture, on a roulé jusqu'à 14h pour arriver à Maroilles. Et après, je suis allé faire un peu le travail dans la ferme. Et après, je suis allé courir parce que ça faisait 3 jours que j'étais tout le temps assis, j'en pouvais plus. Et après, j'ai fait une sieste parce qu'en voyage, j'avais un petit déficit de sommeil. Voilà, j'ai fait ça et puis après, je suis allé prendre un apéro chez des copains. Ma journée de vendredi. Et c'est quoi une journée type sinon sans cette formation? La journée type, ça va être lever vers 6h30, travail dans la ferme, donc traite, soin des animaux, leur mettre à manger s'il faut. Après, la journée type, ça dépend aussi beaucoup des saisons. Ça, faut le savoir. Là, c'est une journée type un peu en ce moment, ce que je vous raconte. Donc, je m'occupe de mettre à manger à tout le monde dans les hangars. Je repaille, je les nettoie et tout. On fait la traite. Et après, en fonction, je peux aller dans les prairies faire des clôtures ou là, en ce moment, je peux aussi faire beaucoup de papier pour mon installation. Ça va plus être un temps qui va être consacré à des tâches. Il n'y a pas de tâches définies ensuite, mais il y a plein de choses à faire. Ça va concerner la ferme. Et après, là, en général, ça finit vers. Je fais ça jusqu'à 17 ou 18h. Et après, en fonction, je peux aller bricoler pour moi ou me poser, lire un livre. Et puis la journée se termine vers 22h. Voilà. Et dans les moments un peu compliqués, donc le mois de mai, par exemple, c'est différent, j'imagine? Oui et non, parce que le matin, il va y avoir plus de vaches à traire. Ça va nous prendre 2 heures le matin. Mais après, tous les animaux sont à pâture, donc en fait, il faut juste surveiller qu'ils aient de l'eau et encore assez d'herbe pour faire la journée. Donc il n'y a pas de tout
tout ce temps où on doit remettre à manger avec le tracteur, les paillets et tout. Et après, en fonction, si on est sur un chantier de récolte, oui, là, il va falloir passer peut-être 6 ou 7 heures dans le tracteur pour faire la récolte en question. Mais voilà. Je fais en sorte que ça soit je fais en sorte de plus faire des gros chantiers de récolte qui terminent à 23 heures, quoi. Il y a aussi ça. En plus, les segmenter, en faire plusieurs dans le temps. Parce que sinon, tu finis sur les rotules et tout, c'est chiant quand même. Si tu peux avoir cette flexibilité-là, c'est bien. Et puis on délègue plus qu'avant ces travaux-là aussi. C'est certaines parties de la récolte à des entreprises. Quand tu vois tes parents qui se sont défoncés et saignés pendant des années à bosser tout plein, et en fait tu vois à la fin, ça peut pas forcément, ce que ça valait vraiment le coup ou autre, tu peux te poser la question. Je sais pas, ouais. Il y a de ça. Du coup, après avoir 26 ans passés à vous dire non, je veux pas faire ça, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui de ces dernières années? Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir fait ce choix-là finalement? Ah oui, à aucun moment je le regrette. Qu'est-ce que j'en tire? Non, je suis qu'au début encore de ma carrière, donc les perspectives elles sont incroyables. Je trouve, j'ai envie de faire plein de choses, mais non, aujourd'hui j'ai quand même fait le bon choix, je suis à ma place et je m'épanouis dans ce que je fais. Et ça déjà c'est pas mal, c'est une chance quand même, clairement. Donc c'est bien aussi justement que j'ai mis aussi longtemps à me décider. Parce que ça m'a permis de voir autre chose, ça m'a permis de travailler mon ouverture d'esprit, de pas partir avec une espèce de passif et d'inertie où c'est mes parents qui m'ont foutu là et j'ai pas le choix et du coup je vais faire comme papa et maman. Et là c'est plus je reviens parce que je l'ai décidé et puis je vais faire à ma sauce, quoi. Ouais. La gestion de l'eau, l'eau c'est fondamental, donc il faut qu'il y ait des infrastructures pour qu'on puisse la gérer correctement, que ce soit des mares, des haies, des choses comme ça. Rien que ça. Et moi dans mon métier en fait. Après ici, de toute façon déjà on est en bio, on est un peu producteur d'eau potable. Et puis en fait tu te rends vite compte que même sur une prairie tu peux avoir de l'érosion ou des choses comme ça. Qu'il faut gérer justement cette notion de perte d'eau et d'évaporation dès quand tu arrives au moment entre le printemps et l'été. Il faut pas que tu laisses un sol nu qui va sécher, c'est bien d'avoir plein d'arbres, des haies, des trucs qui vont faire de l'ombre, qui vont... Surtout ça, l'eau en fait, ouais. Ouais. Et puis il faut des mares, des choses comme ça. Pour favoriser la recharge de la nappe. Donc j'imagine que vous avez des fruitiers qui se baladent dans vos champs. Ouais, moi sur mon installation, en fait, il y a toute une partie en agroforesterie, on va dire. Une partie du projet qui correspond à l'agroforesterie, donc tous les ans je remets des arbres et des haies. Et là du coup depuis 2019 on a mis 4 km de haies, on a déjà mis au moins 200 arbres au milieu des pâtures et puis je remets tous les ans. Et c'est vraiment pour travailler à chaque fois, ça a plein d'avantages. Enfin, diverses, mais le principal, ça reste quand même le rapport à l'eau qui se modifie sur une prairie ou quand tu as juste ça d'humus, parce que c'est que de l'herbe, ou que tu as un truc énorme parce que tu as les racines de l'arbre qui vont favoriser l'eau, en fait, sa rétention et son stockage et ses mouvements même, parce que l'arbre peut aussi aller chercher de l'eau plus profondément dans le sol, le transpirer et ça remonte à la surface un peu. Voilà. Ouais, quand même, fondamentalement, je suis beaucoup plus content qu'on ait une année humide qu'une année sèche. Donc trop d'eau, il y a beaucoup d'eau. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on en a trop. Peut-être que dans 6 mois, on va le regretter. Voilà. Merci en tout cas. Un plaisir.